la place de l'humain en sécurité routière face à l'évolution des mobilités. Donc une session qui est proposée par les experts du comité sécurité des usagers de la route de Nextmove. Donc comme chaque année, on organise cette session voilà, pour échanger autour d'un sujet d'importance pour notre thématique. Avant de commencer, je souhaitais simplement vous redonner les règles de fonctionnement habituelles. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'enregistrement a démarré pour cette session. Donc le webinaire sera enregistré, il sera disponible pour le visionner à la suite. Et je vous transférerai le lien. Pour cela, je vous demanderai pendant les présentations de bien veiller à couper votre caméra et puis votre micro pour éviter les différentes interférences et laisser la priorité aux intervenants. Et vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit via le chat, donc la petite bulle en haut à droite de votre écran, pour pouvoir poser vos questions. Et je vous encourage à le faire pour que ce webinaire puisse être au maximum interactif. Donc, voilà. On prendra les questions à l'issue de chaque présentation et puis on aura un temps de questions-réponses dédiées à la fin de ce webinaire. Donc merci d'avance pour la bonne prise en compte de ces petites règles de fonctionnement pour que tout se passe au mieux. On a fait le choix cette année de partir sur un format un petit peu différent des années précédentes avec 3 sessions successives pour traiter notre sujet, avec une présentation aujourd'hui des enjeux de la thématique la place de l'humain en sécurité routière face à l'évolution des mobilités. On aura des présentations, je vais dire, plutôt descendantes aujourd'hui, et demain, des présentations de projets, de solutions, des choses un peu concrètes qui se mettent en place pour répondre à ces enjeux. Et on terminera une 3e session jeudi en présentiel, donc au Mail Social Club à Paris, pour pouvoir déjà se rencontrer et puis échanger autour de ces sujets. Vous avez la possibilité à cette occasion-là de pitcher, donc de venir présenter sous un format court votre solution, vos produits, ce qui permettra après d'engager les discussions avec les différents participants. Donc, je vous encourage vivement à me remonter cette information si vous souhaitez pitcher. Il reste encore 2 ou 3 places pour participer. Sans plus attendre, je vous montre l'ordre du jour de cette session, cette première session. Donc on va pouvoir parler d'enjeux d'accidentologie en traitant le sujet à la fois du point de vue des véhicules personnels, mais aussi les nouvelles navettes automatisées. On va pouvoir parler des nouvelles formes de mobilité et comment l'homme se place vis-à-vis de ces sujets, avec forcément, puisque c'est le cœur de notre comité d'experts sécurité des usagers de la route, c'est de considérer le point de vue des usagers vulnérables et toutes les nouvelles formes de mobilité active. On aura 3 intervenants aujourd'hui, qui sont Éric Violette du CEREMA, Philippe Chrétien du César et Stéphane Buffat du laboratoire d'accidentologie et de biomécanique de Stellantis Renault, qui vont pouvoir intervenir sur ces sujets-là. Mais avant de commencer, je voulais laisser la parole à Stéphane Buffat, qui est donc le pilote de ce comité d'experts pour Nextmove. Et donc Stéphane, je te laisse la parole pour introduire le sujet. Merci Florent, je peux changer de slide. Donc, je crois qu'il y a quelques slides qui présentent globalement la thématique sûre. Je propose de les passer en premier et puis d'introduire très brièvement notre question. Donc, je m'appelle Stéphane Buffat, je suis effectivement le directeur du lab, c'est le laboratoire d'accidentologie, biomécanique et études du comportement des conducteurs qui appartient au GIE Stellantis et Renault. La mission du comité sûre, c'est de réduire l'insécurité routière pour tous les usagers dans la ville et sur la route. Ça veut dire tout type de situation de roulage public. Et vous avez les logos de tous les membres du comité qui sont en grande partie, je pense, réunis autour de ce team ce matin. Je ne les décrirai pas tous, mais ils prendront sûrement la parole pour poser des questions utiles ou compléter nos réponses si toutefois nous n'étions pas en état de le faire. Slide suivant. Alors, il y a des axes de travail qui sont
considérés comme prioritaires dans ce comité. Vous les avez ici, ils ont été revus il y a peu de temps. Donc à la fois l'intégration dans les écosystèmes urbains, périurbains et ruraux, ça c'est important parce que on va en parler tout à l'heure, il y a de nouveaux, pas forcément de nouveaux usagers, mais de nouveaux usages par des anciens usagers qui transforment leur mobilité. Et ça, c'est complètement à la fois en mode push par un certain nombre de régulations ou de volontés de structuration de l'espace public, par exemple, mais aussi en mode pull par les intéressés eux-mêmes qui trouvent toujours des modalités qui permettent de s'adapter à leurs besoins tels qu'ils les perçoivent. Il y a la compréhension des rôles respectifs dans l'interaction humain-système. Donc là, on est sur tout ce qui est organisation des systèmes, à la fois en termes d'interface, par exemple, de communication, d'infrastructure et de standardisation. Donc là, c'est un petit peu cet aspect-là que j'aborderai tout à l'heure. Également, l'aspect véhicule automatisé, c'est un domaine qui a vraiment pris de l'ampleur ces 10 dernières années, au moins, avec un gros enjeu qui est de passer d'une question d'expérimentation à une question d'industrialisation et en fait d'usage. Hein, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Connecté un peu aux véhicules automatisés, il y a la notion de coopération ou de connectivité, suivant qu'on se place du point de vue des usagers ou du point de vue de la technologie, avec un domaine important dans le partage de l'information et toutes les technologies de communication et du choix de cette information, qui ne peut pas être totale, qui va être sélective. Et enfin, autour de ça, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu sur la data, toute la donnée et le traitement de ces données. Et là, il y a eu un certain nombre d'interventions sur les années précédentes qui traitent essentiellement de la question algorithmie, ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle, pour regrouper toutes ces questions. Donc il y a un vrai ensemble cohérent d'axes de travail, et nous allons sans doute pas tous les aborder ce matin, mais l'idée, si tu peux changer de slide, Laurent. Merci. L'idée, ça va être de se pencher finalement sur la question principale de notre inscription routière. La question, quand on parle d'inscription routière, on va tout de suite en tête la problématique des victimes, et on va avoir une présentation qui va être axée sur les données nationales et la compréhension de l'accidentologie principalement vue depuis l'accident et la typologie des victimes et l'organisation de ces données pour remonter aux causes. Et quand on parle de cause, il y a deux grandes façons d'aborder les choses. La première, qui n'est pas du tout l'objet ici, c'est la cause de qui est coupable ou responsable au sens légal ou pénal de l'accident. Ça ne va pas être notre problématique. En revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est les responsabilités qui permettent d'amener d'un point de vue technique une meilleure compréhension des situations. Et je pense que c'est ça qui va être abordé par Philippe Chrétien tout à l'heure, et que je prendrai également en compte dans ma présentation en fonction du temps qui nous restera. Je pense que Florent fera le timekeeper comme il est d'usage. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer à la présentation d'Éric Violette, et je vais couper mon micro parce que j'espère que vous ne l'entendez pas, mais il y a une machine qui fait à peu près 95 décibels à côté de moi. Merci Stéphane. Éric, je te laisse tout de suite la parole. Oui, ben, merci pour cette introduction. Alors attends, parce qu'il faut que je lance le partage. Est-ce que ça fonctionne? Oula, c'est bizarre. En train de s'afficher. Si je fais plein écran, c'est bon. Oui, très bien. En train de charger. Est-ce que vous avez l'affichage? Pardon? Oui, c'est bon. Super. C'est bon. Voilà. Ici, je passe très rapidement. Donc j'ai une douzaine de minutes, hein, c'est ça. Alors comme je suis bavard, il ne faut pas hésiter le moment venu à me couper, parce que sinon je vais manger le temps des collègues, et c'est pas le but. Donc l'idée de la session aujourd'hui était de parler d'enjeux. Donc les enjeux, on peut les aborder de différentes manières. Hein. En sécurité routière, bon, la nature de mon exposé va se concentrer essentiellement sur l'analyse des accidents. Hein. C'est la base
des données qu'on travaille en tiers, et ça peut se faire à deux niveaux, hein. Ça peut se faire au stade des enjeux qui nous concernent aujourd'hui par l'accès aujourd'hui issu d'un fichier national qui s'appelle le BAC, le bulletin d'analyse des accidents corporels de la circulation, qui ont le mérite de mettre en base la majorité des accidents corporels de la circulation, mais qui a probablement le défaut aussi d'avoir un nombre limité de données, hein. La petite illustration montre que ça arrive à tenir sur une page relativement réduite. Et il faut avoir aussi conscience que pour caractériser ces enjeux, le BAC ne reflète pas la totalité de l'accidentalité, puisque dans sa propre définition, un accident corporel de la circulation, il faut qu'il y ait une victime et un véhicule et une voie ouverte à la circulation publique. S'il n'y a pas ces trois éléments-là, on ne considère pas que ça fasse partie d'un accident corporel de la circulation. Donc par définition, on sous-estime l'accidentalité réelle. Et on va voir, en faisant un focus notamment sur les modes actifs, hein, c'est-à-dire les accidents de piétons et de cyclistes, que les informations contenues dans le BAC sont loin de refléter la totalité de l'accidentalité. Je rappelle aussi que le BAC s'est renseigné par les forces de l'ordre, hein, et le rôle des forces de l'ordre, c'est d'aller rechercher des éléments de responsabilité. On a tout un processus qui permet de garantir aujourd'hui une base consolidée et validée. Mais il faut avoir aussi conscience que si on s'intéresse à un autre niveau de sécurité routière, plutôt au niveau des diagnostics ou de la compréhension, on a la possibilité de travailler avec d'autres sources de données sur les accidents, hein. D'abord les procès-verbaux d'accidents renseignés par les forces de l'ordre qui contiennent beaucoup plus d'informations, mais on a aussi les bases de données, les EDA, hein, les accidents étudiés de manière beaucoup plus détaillée. Et puis, on a aussi des registres spécialisés, comme le registre du Rhône, qui contiennent des informations plutôt liées aux victimes. Alors, ensuite, quand on s'intéresse aux enjeux, on peut regarder ça avec différents axes d'analyse, hein. On peut regarder ça d'un point de vue très global, hein, à l'échelle française. Ça permet d'avoir des enjeux globaux. Ça permet aussi d'avoir des éléments de comparaison à l'international, hein, notamment au niveau européen. Et puis ensuite, on peut regarder ça à différentes échelles, hein, des échelles territoriales. Je rappelle qu'en France, on est dans un état décentralisé avec une gestion notamment des routes qui est décentralisée, puis une partie de la mobilité aussi, hein. Donc on peut regarder ça à l'échelle des régions, des départements, des collectivités. On peut aussi regarder ça à l'échelle des types de routes, hein. Le réseau, c'est loin d'être quelque chose d'uniforme. On a des autoroutes, on a des routes à chaussées séparées, bidirectionnelles, on a de la voirie communale. On peut regarder aussi ça selon les milieux. Et on sépare souvent grandement les milieux d'un point de vue étude d'accident parce que ce qui s'y passe est par nature fondamentalement différent, en distinguant l'urbain et leur agglomération. On peut regarder aussi d'un point de vue des thématiques les véhicules impliqués, puisqu'on a dit que pour avoir l'accident corporel de la circulation, il fallait un véhicule. Et puis les usagers et les victimes, on l'a rapidement abordé tout à l'heure. Les usagers sont de différentes natures, les victimes sont de différentes natures aussi, et on va trouver aussi dans le BAC des informations sur l'environnement. L'environnement, ça peut être quoi? Ça peut être la période, hein, jour-nuit, ça peut être les conditions mouillées, sèches ou verglacées. Donc on a quand même à notre disposition toute une série d'éléments factuels qui nous permettent de faire des analyses. Et puis on a aussi des éléments comportementaux qui sont principalement en lien avec, dans un premier temps, la recherche de responsabilité, parce que c'est le rôle des forces de l'ordre dans leur mission vis-à-vis du recensement des informations des accidents corporels de la circulation, et puis aussi en lien avec le respect des règles, hein, puisque l'usage de la voirie routière et la mobilité est réglé par ce qu'on appelle le code de la route, et le code de la route, eh bien, quand on ne respectait pas certaines règles, on peut les retrouver relevés dans le cas des accidents. Je pense notamment au dépistage d'alcool, de stupéfiants, mais éventuellement au non-respect des vitesses maximales autorisées. Donc dans la suite de l'exposé, je m'intéresserai plus particulièrement quand même à la séparation des milieux, hein, urbains et hors agglomération. Ce sont quand même des choses
c'est quand même une base d'analyse des accidents qui est importante et fortement discriminante. Et ensuite, je ferai plutôt un focus quand même, parce que c'était la thématique qu'on avait choisie sur ces webinaires, mais plutôt un focus sur les usagers vulnérables et notamment les modes actifs. Alors, si on regarde un peu l'analyse générale de l'accidentalité, alors je suis désolé, moi je vais vous mettre un peu de chiffres. Je sais que Philippe, derrière, dans son exposé suivant, n'aura pas du tout de chiffres, donc ça viendra bien contrebalancer mon exposé. Bon, on peut prendre les derniers chiffres de l'accidentalité, hein, ceux de l'année 2020. Oui, ils nous révèlent des choses. D'abord, ils nous révèlent une chose qui est importante, hein, qui est matérialisée par ces deux graphes-là, c'est-à-dire que l'accidentalité, c'est quelque chose qui est quand même fortement dépendant des usages et notamment de la présence d'usagers sur les voies de circulation. Si on regarde la comparaison entre les victimes par semaine entre 2019 et 2020, on s'aperçoit que l'année 2020 est quand même caractérisée par deux périodes de forte baisse de l'accidentalité qui correspondent aux périodes de confinement liées à la Covid. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que lors de ces périodes de confinement, on a très fortement réduit la circulation, ce qui a entraîné une baisse très significative de l'accidentalité. Ceci étant, dès que la circulation reprend, on s'aperçoit que l'accidentalité remonte au niveau des années antérieures. Ceci étant, ça n'a pas remis en cause complètement les grandes répartitions, hein, d'accidentalité par type d'usage. Hein. Je rappelle quand même que ce sont les véhicules motorisés qui sont aujourd'hui quand même les plus impliqués dans l'accidentalité routière, et ils sont suivis notamment par les modes actifs, piétons, cyclistes. Et puis on voit bien aussi que si on distingue les milieux routiers, on voit tout de suite apparaître quand même une grande différence entre le milieu urbain et le milieu hors agglomération, qui se caractérise par des nombres sensiblement différents de tués et de blessés. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à ce qui se passe hors agglomération, il faut avoir quand même conscience que c'est bien hors agglomération qu'on a le plus gros gisement de sécurité routière en termes de mortalité. C'est là qu'on a le plus de tués, c'est là que les accidents sont les plus graves. Et parmi ces routes hors agglomération, il y en a un type qui concentre la plus grande partie de la mortalité routière, ce sont les routes bidirectionnelles. Ça représente la moitié des tués, c'est 87% des tués hors agglomération. Donc ce sont sur ces routes-là qu'on a aujourd'hui les plus gros enjeux de sécurité routière, et ces enjeux concernent principalement les automobilistes et les motocyclistes. C'est ce qu'on retrouve à travers ce graphe-là. On voit bien cette part importante de véhicules motorisés. Si on s'intéresse un peu plus ensuite aux facteurs d'accident, on s'aperçoit qu'il y a deux facteurs importants, notamment dans les accidents mortels qu'on va retrouver présents. Ce sont le facteur vitesse et le facteur alcool qu'on retrouve dans une majorité, qu'on trouve présent dans une part non négligeable des accidents, et ces facteurs, on les retrouve présents sur des tranches d'âge qui balayent pratiquement toutes les catégories d'usagers. Et puis, si on s'intéresse, dans le cadre des études de facteurs d'accident, sur la contribution ou la part des facteurs humains, des facteurs véhicules, infrastructures et environnement, ce qu'on voit, c'est que les facteurs humains sont présents dans 90% des accidents, les facteurs infrastructure dans un tiers, les facteurs véhicules dans une vingtaine de pourcents et les conditions de circulation dans un peu moins de 20%. Donc il faut avoir conscience que hors agglomération, ce sont là qu'on a les plus grands enjeux quantitatifs en termes de mortalité routière. Si on fait un petit focus sur les routes bidirectionnelles qui concentrent quand même la moitié des tués aujourd'hui, alors, il faut avoir conscience quand même, mais ça renvoie une fois de plus à la notion de circulation. Hein. Alors, ça peut apparaître une espèce de contre-vérité. Hein. On ne s'attend pas nécessairement à ça. Voilà, quand je parle notamment du grand public. Hein. Le grand public s'imagine que ce sont sur les petites routes sinueuses que
la mortalité ou le risque d'accident est le plus grand. Ce n'est pas vrai. Voilà, les accidents se concentrent sur le réseau le mieux équipé. Hein, je parle bien des routes bidirectionnelles, hein, pas des routes à chaussées séparées et des autoroutes, mais ce sont les routes qui portent aujourd'hui la plus grande part du trafic et qui sont les plus équipées, sur lesquelles on a la plus grande part de tués qu'on déplore sur ces réseaux-là. Si on regarde un peu plus précisément, hein, on s'aperçoit que la moitié des usagers se tuent en ligne droite, 40% en 10% d'intersection. Puis si on fait un petit focus sur quelques facteurs importants, hein, quelques enjeux importants, hein, on a un tiers des tués qui le sont suite à un choc frontal, et on a 40% des tués qui le sont suite à un choc sur obstacle fixe. Donc on voit tout de suite apparaître quand même des familles d'enjeux qui sont vraiment importantes et sur lesquelles on peut essayer d'apporter de la contre-mesure, que ce soit de la contre-mesure locale ou de la contre-mesure générale par des actions importantes de sécurité routière. Ensuite, en agglomération, là, on a quelque chose quand même qui est fondamentalement différent, c'est-à-dire que c'est en agglomération qu'on a la plus grande quantité d'accidents, on a 2/3 des accidents. Mais par contre, on a des accidents qui sont beaucoup moins graves, tout simplement parce que les usagers se déplacent à des vitesses beaucoup moins importantes que hors agglomération. Et c'est là qu'on va retrouver en agglomération la forte concentration, une forte implication des usagers vulnérables, hein, puisque c'est 2/3 des tués. Hein. Le premier usager tué en agglomération, ce sont les piétons, suivis des 2 roues motorisées à égalité avec les véhicules légers, puis ensuite les vélos. Donc ça, il faut avoir conscience que voilà, par nature, les 2 milieux hors agglomération et en agglomération ne portent pas du tout les mêmes enjeux de sécurité routière, voilà, d'un point de vue des usagers. Et puis si on regarde aussi les tranches d'âge, on s'aperçoit quand même qu'en agglomération, on a une forte implication des seniors, hein, les personnes âgées, hein, les plus de 65 ans, c'est 1/3 des tués, et ça, il faut pleinement en avoir conscience. Pourquoi? Parce que les modes de déplacement dits actifs, hein, c'est-à-dire marche, piéton et usage du vélo par les cyclistes, ce sont des modes, ce sont des mobilités qu'on souhaite voir se développer à l'avenir, notamment dans les milieux urbains. Et il faut mettre en face de ça la connaissance qu'on a aujourd'hui de l'accidentalité dans ces milieux-là. Maintenant, si on regarde un peu plus sur le cas des piétons, au-delà des chiffres, hein, qui correspondent aujourd'hui à une photo, hein, voilà, la moitié des piétons, ce sont des piétons âgés, les 2/3 des piétons et la très grande majorité le sont en agglomération, ce que je vous disais. Par contre, il faut avoir conscience que en agglomération, la grande majorité des accidents de piétons se déroulent le jour, alors que c'est complètement l'inverse, par exemple, hors agglomération, où la très grande majorité des accidents de piétons se déroulent la nuit. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les piétons ne se tuent pas tout seuls, hein. Les piétons sont généralement tués suite à un choc avec un autre usager. Et pour les piétons, l'usager antagoniste principal, ce sont les véhicules automobiles. Et si on met ça un peu en perspective, hein, depuis plusieurs années, on s'aperçoit quand même que, en dehors de ce qui a pu se passer en 2020, puisqu'en gros on a une centaine de piétons de tués en moins en 2020 que par rapport aux autres années, mais c'est quelque chose qui était stable depuis une dizaine d'années, les accidents piétons. Entre 2010 et 2019, on n'observait ni augmentation ni baisse, alors qu'on a été plutôt, pendant cette période-là, sur une baisse, puis sur une stagnation de la mortalité. Et puis, alors, donc, parmi les piétons, il y a quand même un petit cas particulier là, que je vous mets en bas, qui sont les engins de déplacement personnel, alors sans moteur, hein, puisque au sens du code de la route, les trottinettes, les rollers, tout ça sont assimilés à des piétons. Aujourd'hui, ça reste quand même une part assez peu importante, hein, dans l'accidentalité piéton. Elle existe, elle est là.
On la recueille aujourd'hui dans le bac, c'est relativement récent de distinguer ces modes de déplacement-là. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui une idée. On va faire un focus ensuite sur les motorisés. On verra qu'on commence aussi à avoir des chiffres, qui apparaissent sur ces catégories-là. Alors sur les cyclistes, c'est un petit peu différent parce que sur les cyclistes, bon, l'enjeu il est un peu moins que sur les piétons. On a eu une augmentation en 2020 parce qu'il y a eu une augmentation de la pratique vélo, notamment liée aux périodes de confinement ou après les périodes de confinement où les usagers ont souhaité passer sur des modes de déplacement un peu différents, notamment en urbain, que ceux qui rencontraient dans les transports en commun. Mais il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui était observé déjà depuis une dizaine d'années, puisque les accidents de vélo, ils ont augmenté de 30% entre 2010 et 2019. Donc on est sur une dynamique accidentelle qui est à l'augmentation, qui est liée aussi de toute façon à l'augmentation de cette pratique, qui aujourd'hui considère qu'on souhaite la promouvoir, sachant cependant quand même que la grande majorité aujourd'hui des accidents de vélo se produisent quand même lors de déplacements loisirs-promenades, et pas pour des trajets domicile-travail. Après, ce qu'on distingue aussi une fois de plus, c'est comme souvent, pour le cas des usagers vulnérables, c'est une différence sensible de gravité selon les milieux, puisque hors agglomération, les accidents cyclistes sont bien plus graves qu'en agglomération, alors que c'est en agglomération qu'on a la majeure partie de ces accidents. On trouve aussi maintenant quelques statistiques sur l'usage des vélos à assistance électrique, où on commence à voir apparaître cette spécificité. On utilise des vélos à assistance électrique pour se déplacer rapidement, et le fait de se déplacer rapidement fait qu'on retrouve aujourd'hui une partie de ces vélos-là dans l'accidentalité cycliste. Juste avant de terminer, un tout petit focus sur les engins de déplacement personnel motorisés, ce qu'on retrouve, donc les fameuses trottinettes électriques, tous ces engins qu'on retrouve soit principalement en partage dans les milieux urbains. C'est quelque chose qui a été introduit dans le bac à partir de 2017, où on commence à avoir des éléments quantitatifs, avec malgré tout quand même peu de recul sur l'évolution de ces modes-là. On commence à voir quand même des tendances, principalement des hommes jeunes, essentiellement en milieu urbain. Les accidents se produisent pratiquement toujours sur la chaussée. Ça s'est provoqué avec des tiers motorisés, donc rarement seuls, mais on peut se retrouver quand même avec des accidents avec d'autres usagers vulnérables que sont les piétons et les cyclistes. Et c'est vrai que ce sont aujourd'hui, c'est un mode de déplacement sur lequel on a besoin de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et notamment, là, il y a un projet qui démarre au CEREMA qui s'appelle Elmos, justement, qui vise à exploiter les procès-verbaux des accidents impliquant ces usages-là pour essayer d'en comprendre un peu plus sur les accidents de ce type d'usagers. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que pareil sur les cyclistes et les piétons, au-delà des constats qu'on peut faire sur leur accidentalité dans le bac, on a aujourd'hui des études où on essaie d'approfondir la compréhension des accidents. Donc on a des études qui s'intéressent aux facteurs d'accident mortels, qui sont des méthodes qui mettent en œuvre la lecture des procès-verbaux d'accident pour comprendre la genèse et ce qui a conduit à ces accidents. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, qu'il faut avoir conscience, c'est que quand on parle de ces mobilités, encore faut-il avoir une idée la plus précise possible de l'exposition au risque de ces usagers et de comprendre et de mesurer et d'observer les usages. Et donc, c'est pareil, il y a un projet qui s'appelle OPSMA, Observatoire des modes actifs, qui démarre, l'objectif étant d'en savoir beaucoup plus sur l'usage réel des déplacements tels que marche à pied, usage du vélo, notamment dans les milieux urbains. Donc pour terminer, l'analyse des accidents, ça permet quand même d'identifier les principaux enjeux et les jugements de sécurité routière.
Et on le fait en distinguant plusieurs choses, hein, les milieux, les modes de déplacement, les usagers impliqués, les victimes. Ceci étant, ça ne suffit pas. Voilà, faut en avoir conscience. Je pense qu'on va en parler un peu dans les autres exposés, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'études plus approfondies pour notamment identifier les facteurs d'accident pour comprendre les mécanismes en jeu. Et puis on a besoin aussi d'apprendre des choses sur les facteurs d'exposition. Je rappelle quand même l'objectif 2030 hein, pour la France et l'Europe, parce que c'est important, on parle d'enjeux, donc il faut avoir conscience que avant de pouvoir agir, faut savoir d'où on part, pour savoir, et même si on se donne un objectif d'arrivée, bah, l'objectif c'est de diviser par 2 le nombre de tués, et effectivement on l'a vu, hein, le nombre de tués quantitativement c'est principalement des automobilistes, et principalement des automobilistes hors agglomération. Et puis si on a ces objectifs-là aussi sur les blessés graves, eh bien, l'objectif il va se déplacer plutôt sur les usagers vulnérables. Donc usagers vulnérables, que ce soit les modes actifs, piétons cyclistes, et puis les modes émergents. Et puis il ne faut surtout pas oublier, j'en ai pas parlé dans l'exposé, parce que bon, j'aurais pu l'aborder, mais c'était pas trop l'objet de la journée. Mais il ne faut surtout pas oublier non plus les 2 roues motorisées, qui constituent aussi aujourd'hui toujours un gisement de sécurité routière important. Je vous remercie de votre attention. Merci Eric. On a... Alors il y a un petit peu d'écho. Parce que il faut peut-être... Je vais peut-être arrêter mon partage. Ouais, merci. On a deux petites questions là qu'on peut prendre rapidement avant de passer à la présentation suivante. Une première question de Philippe Chrétien sur l'accidentologie et la manière dont on va dire ces chiffres-là vont évoluer et quels seraient les enjeux principaux pour les années qui viennent, quels sont les enjeux croissants et les principales préoccupations au niveau de ces chiffres qu'on voit évoluer. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai gardé le son. Alors, ben, c'est un peu ce que j'essayais de résumer dans le tout petit encadré rouge de la dernière diapo, quoi. Les enjeux forts restent toujours quand même les accidents. Alors, pour les modes motorisés, sont quand même les accidents hors agglomération d'automobilistes et de 2 roues motorisés. On a vu que c'est 80% des tués et la majeure partie de ces tués surviennent hors agglomération, donc on a besoin d'avoir toujours ça présent à l'esprit. Mais ceci étant, aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré les dernières années sur les tués, hein, énormément sur les tués, peut-être en minimisant l'enjeu blessé, et notamment l'enjeu blessé grave. Et aujourd'hui, ça réapparaît clairement. De ne pas oublier quand même cet enjeu blessé grave parce que d'un point de vue sociétal, c'est un enjeu qui est éminemment fort aussi. Et donc l'enjeu de blessé grave, ben, il est principalement il porte sur les usagers vulnérables, et là, les usagers vulnérables, qu'ils soient motorisés ou non motorisés. C'est-à-dire qu'on va retrouver cet enjeu de roues motorisées qui reste fort, à la fois en agglomération et hors agglo. En gros, l'enjeu blessé grave, il est principalement en agglomération. Et en agglomération, il va toucher les 2 roues motorisées, il va toucher les piétons, il va toucher les cyclistes, et il va toucher tous les modes de mobilité émergents qui aujourd'hui quantitativement sont relativement faibles, mais qui apparaissent avec les éléments qu'on a de manière récente sur l'accidentalité, qui apparaissent comme étant des potentiels qui inscrits plutôt dans une dynamique qui est quand même une dynamique importante aujourd'hui. Merci Eric. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais je vous propose de passer les présentations en premier lieu, et puis on se gardera un temps à la fin pour traiter tous ces sujets-là. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, on les prendra juste après. Et donc ça fait une transition vers la présentation de Philippe Chrétien pour
pour continuer sur cette lancée. Philippe, est-ce que vous partagez vos slides? Non, mais en fait, tu viens de partager là. Non, c'est pas les miens. Oui, c'est ça. Je partage. OK. Voilà. Ça doit être à l'écran. OK, est-ce que vous voyez? Oui. Bon, très bien. Je mets ma caméra. Tout fonctionne. Voilà, bonjour à tous. Effectivement, la transition était excellente. Donc, je vais un petit peu illustrer donc, ce qu'a expliqué donc Eric tout à l'heure, en fait, hein, sur les enjeux, notamment blessés graves, qui sont évidemment des problématiques croissantes, et puis sur ce qu'a exprimé tout à l'heure aussi Stéphane sur la nécessité de comprendre pour progresser, s'agissant en fait donc d'un phénomène complexe. Donc, si on passe sur ce premier slide, en fait, ce que je vous montre, alors il faut que je mette en mode présentation, ce sera mieux quand même. Si ça fonctionne. Voilà. Donc l'association César, donc elle est centrée sur la protection de l'humain, donc on est en plein dans le sujet. Donc en fait, sa présidence est académique et il y a des membres publics et privés, donc qui sont décrits ici. Donc ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est, puisqu'on associe l'humain à la sécurité routière, c'est vous montrer que dans ces deux domaines, il y a deux dimensions que l'on retrouve. Donc pour la sécurité routière, vous rappelez que on ne peut pas avoir de résultats en sécurité routière sans associer la sécurité active, où il s'agit d'éviter l'accident, et la sécurité passive, en cas d'accident, éviter qu'il y ait des lésions. Les deux sont fondamentaux et contribuent à peu près à la même hauteur aux résultats actuels. Donc schématiquement, aujourd'hui, on a à peu près 10 puissance moins 8 morts par kilomètre parcouru. Donc, schématiquement, vous avez une chance sur 10 puissance 4 d'avoir un accident dans le kilomètre à venir. Et si vous en avez un, une chance sur 10 puissance 4 qui soit mortel. Historiquement, on a progressé dans un rapport de 100. Donc, 10 puissance 2, on est passé de 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 8 en 50 ans. Sur l'humain, c'est la même chose. Donc, on a ces deux dimensions. La dimension mentale, elle est vraiment liée à la sécurité active, la dimension physique à la sécurité passive. Et donc, ce qu'on s'efforce de faire au quotidien, c'est de prendre en compte les deux dimensions de l'humain, que vous voyez avec deux métiers, biomécanique et comportement. On place l'humain au centre, mais au centre, il est placé sous le risque d'accident, donc cette épée de Damoclès, avec un autre métier qui est l'accidentologie. Donc, je vais maintenant vous parler de la sécurité active et plus précisément sur ce slide-là de la sécurité active en mode réflexe qui conduit en fait à mettre en place au niveau des véhicules des automatismes qui vont avoir une certaine collaboration avec le conducteur dans une situation d'urgence. Donc, le premier, c'est l'ABS, l'AFU, etc. Il y a beaucoup de dispositifs existants et en développement dans ce domaine-là. Une des caractéristiques communes, c'est qu'il faut qu'il soit activé par défaut, évidemment, et c'est fini le temps où on pouvait désactiver l'ABS ou l'ESP. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On s'appuie sur les réactions du conducteur pour les accompagner. Donc, on suppose que les réactions du conducteur sont pertinentes, et ceci, même si elles sont mal dosées. Donc, on va essayer de compenser et de l'aider dans ces actions. Donc l'objectif, c'est de réaliser l'évitement qui serait souhaité par le conducteur et d'amorcer une réaction pour accompagner la reprise en main dans ce cas qui est faite par le conducteur, du moins on l'espère. Les enjeux, il faut agir discrètement et progressivement pour ne pas perturber. Donc cette question de ne pas perturber le conducteur dans une situation d'urgence est assez centrale et fondamentale. Il faut analyser en continu l'évolution des attentes ou des besoins et il faut vérifier en permanence la bonne coopération entre l'humain
Et le système d'assistance, évidemment, on ne peut jouer que sur un de ces deux leviers, sur le système d'assistance. Alors, ce que je viens de dire là, ça nécessite des tests ciblés sur piste avec un panel qui doit être représentatif de vrais clients. Et donc, c'est un petit peu les mêmes problématiques que lorsqu'on travaille sur la prise en compte d'une défaillance d'assistance de freinage, de direction, etc. Voilà, comment en fait un humain réagit dans cette situation-là. Et c'est évidemment extrêmement problématique et aussi très diversifié. Ensuite, je vais parler de la sécurité active toujours, mais en mode réfléchi, c'est-à-dire en amont. En amont, plus on travaille en amont, évidemment, plus on a de potentiel. Par contre, le travail est assez subtil et le résultat, il est toujours incertain. On peut parler forcément de système véhicule connecté. On a parlé tout à l'heure, là j'ai mis l'acronyme V2X. LKA, c'est le maintien par exemple dans la voie, et tous les ADAS pour la sécurité qui sont vendus pour progresser sur ce plan-là. Un point commun, l'acceptabilité et le bon usage sont clés, puisque s'il n'y a pas d'acceptabilité, il n'y a pas d'usage. Et si l'usage est mauvais, évidemment, on va complètement à l'opposé. Un cas extrême, c'est ce qu'on va appeler le mésusage, c'est-à-dire où l'usage en fait de la fonction est détourné par rapport à ce pourquoi elle a été conçue et ce qu'elle prend en compte dans la réalité. Les objectifs, eh bien là j'ai réuni un certain nombre de verbes pour montrer le caractère un petit peu subtil. Il faut informer, alerter, coacher, guider, accompagner, donc le positionnement est délicat. On peut toujours envoyer des informations si elles ne sont pas prises en compte, si elles sont agaçantes. Bon, c'est notamment le cas des alertes. Donc il y a tout un travail de dosage qui est compliqué. On parlait tout à l'heure de comprendre. Pour progresser, il est évident que pour pouvoir spécifier tout ça en amont, il faut comprendre les comportements pour être capable de spécifier. Il faut aussi analyser les risques, puisqu'on voit qu'il y a des risques qui ne sont pas évidents à appréhender au départ, comme des mésusages. Et en aval, il faut vérifier le bon usage avant le déploiement. Donc je parle effectivement d'éléments de bon sens, mais ils méritent d'être rappelés puisque ça n'est pas encore systématisé, notamment pour les systèmes les plus complexes, et on a encore un certain nombre d'incertitudes sur la façon dont les systèmes sont réellement utilisés en clientèle. Une des difficultés, c'est qu'analyser les comportements humains, ça doit se faire en situation naturelle, et il faut observer continuellement non seulement le conducteur, mais aussi les situations auxquelles il est confronté. Ça, c'est important. On ne juge pas en fait du comportement dans l'absolu. Il faut analyser les situations. Donc beaucoup de données, des données qui sont relativement lourdes comme de la vidéo, mais aussi radar, lidar, etc. Donc du big data et donc des données qui sont collectées en consentement éclairé. Donc voilà. Excusez-moi, mais je fais aussi le standard. Sécurité active, vous avez en fait une question fondamentale qu'on retrouve à chaque fois. On parle de sécurité, mais on vend surtout en fait des fonctions de confort. Schématiquement, ce qu'on cherche, c'est à aider les conducteurs quand ils le désirent et à automatiser tout ce qui peut l'être. Donc ça s'apparente un peu à une démarche de marketing, mais ce que je veux surtout, mon message, c'est que ce marketing doit prendre en compte les réalités de l'humain. Donc il y a un cadre très général pour ça là-dedans. Si vous regardez ce qu'on appelle Human Centered Design, vous apercevez que vous avez les deux bulles en haut, c'est la desirability et la feasibility. Je parle de concepts très généraux. Au carrefour des deux, c'est le marketing. Human Centered Design, ça doit prendre en compte, là où j'ai mis un petit triangle de danger, donc la viability de ces approches-là, des solutions qu'on met en œuvre en prenant en compte les réalités de l'humain. Donc le marketing cherche à concilier désir et faisabilité technique ou financière, et le plus de la sécurité, c'est évidemment de garantir la viabilité des interfaces avec l'humain.
Là encore, il faut intégrer ces exigences en amont, mais il faut aussi les tracer tout au long du développement et traduire ces exigences en scénarios simulables. Donc on a des outils aujourd'hui qui sont ceux du Model-Based Design, on passe au numérique en ingénierie système. Les 4 étapes, c'est le Model in the Loop, le Software in the Loop, puis après on passe de l'autre côté sur l'autre branche, Hardware in the Loop, et finalement le véhicule in the Loop pour prendre l'exemple du véhicule, mais c'est vrai pour n'importe quel produit. Je parle d'éléments généraux et l'importance de la sécurité, ça touche tous les produits. Une machine automatisée, c'est la même chose et on ne travaille pas que dans l'automobile parce que malheureusement, il y a beaucoup de domaines concernés. Alors, passons donc au niveau de la sécurité passive. Sécurité passive pendant l'accident, donc ce qu'on appelle la sécurité secondaire. Mon premier message concerne les nouveaux mécanismes lésionnels. Eric a terminé sa présentation tout à l'heure en parlant en fait des tendances. Une nous est particulièrement parlante, c'est cette question des trottinettes électriques, qui est illustrée ici par une image. Cette image, c'est une image complètement fausse de marketing, c'est totalement simulé. Voilà par exemple en fait un véhicule sur lequel le mécanisme lésionnel, si vous voulez, dans le Pareto, la première du Pareto, elle est énorme. C'est effectivement le choc frontal avec une petite roue extrêmement rigide qui s'est bloquée brutalement, un véhicule qui est hyper rigide dans cette zone-là. Donc vous avez une décélération très brutale en partie basse, un centre de gravité très haut, une mise en rotation extrêmement brutale, et vous avez un effet de fouet qui vient projeter la tête donc de l'occupant sur l'obstacle. Donc ça, c'est systématique et donc ça représente la très très grande majorité des cas, en tous les cas, les blessures graves dont on a parlé dans le registre du Rhône, c'est ce type de mécanisme qui mériterait donc d'être travaillé, mais qui est un petit peu inhérent au concept. Donc je rappelle, on est en 2019 dans le registre du Rhône, hein, rien que sur le Rhône, on a 1200 blessés dans les hôpitaux sur trottinette. C'est monstrueux. De nouveaux besoins auxquels les mannequins actuels sont inadaptés. Oui, les mannequins n'ont pas été faits pour ça du tout. Si on veut trouver des moyens, il faut analyser et caractériser les principaux mécanismes lésionnels, rechercher des modes de protection adaptés côté véhicule ou usager, donc les deux schémas sont ouverts et je pense qu'il faudra utiliser les deux. Identifier des critères représentatifs des limites de tolérance physique et les transposer sur des moyens physiques. Les mannequins, c'est pas facile pour un certain nombre de sujets, ou numériques. Et là, c'est un travail énorme, mais on a beaucoup plus de potentiel, où on sait s'adapter à beaucoup de problématiques avec ces moyens-là. Donc pour ça, en fait, il faut engager le cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est établir de nouveaux standards scientifiques qui sont partagés entre les différents acteurs, bien évidemment entre acteurs publics et acteurs privés, mais aussi entre les acteurs privés, pour aboutir en fait à des normes de profession et ensuite réglementer ce qui doit l'être. Et en fait, on pourra, sur un certain nombre de sujets, clairement pas continuer comme on est parti. Et là, je rappelle, et je le rappellerai encore, que ça nécessite des expérimentations ciblées sur le corps humain, et qui est encore très mal connu sur les processus en fait de choc en dynamique rapide. Voilà, on connaît bien dans le périmètre automobile, mais sur les autres mobilités ou sur les autres types d'impact, c'est beaucoup moins évident. Deuxième message sur la sécurité passive pendant le choc, donc sécurité secondaire, c'est la diversité des corps humains. Donc il y a la fameuse question du genre, mais on a aussi la taille, l'obésité, et on a aussi toutes les problématiques de posture que j'illustre avec le petit schéma à côté, puisqu'au moment du choc, un passager, il est rarement dans une position nominale parce qu'il y a eu de l'évitement avant. Cet évitement demain va être fait de façon totalement automatique, et ça pose évidemment des questions de responsabilité et de protection des occupants. Il y a beaucoup d'inégalités et de failles de protection, on le sait, mais on les connaît mal, hein, parce qu'il faut les étudier. Donc, explorer les impacts
de cette diversité en physique et en numérique. Tout ça, je parle du travail qui est devant nous. Adapter les modèles numériques aux morphologies et aux postures. Il y a eu un projet européen Piper qui nous a permis d'avancer dans le domaine. Donc on a des outils, au moins, qui ont été construits, mais maintenant il faut travailler. Améliorer la protection pour couvrir cette diversité de situations. Donc voilà pour les principaux chantiers. Il faut être bien conscient qu'on ne restera pas à de l'homologation sur quelques tests physiques qui ont montré leurs insuffisances, par exemple sur les homologations en termes d'émissions des véhicules. Il faudra passer à de l'auto-certification numérique, à une responsabilisation des acteurs, comme ça se fait sur d'autres marchés. Il faudra adapter les dispositifs de retenue du corps humain à de nouveaux types de chocs, nouvelles postures, etc. Et là encore, réglementer ce qui doit être. Et là encore, il faut des expérimentations ciblées sur le corps humain. Et vous savez qu'aujourd'hui, elles ont été interrompues au niveau avec le scandale de Paris Descartes. Hein. Ça fait depuis donc 2019 que le don du corps à la science est un peu en panne en France. Dimension sur le post-accident, donc ce qu'on appelle la sécurité tertiaire. Là, très clairement, il y a eu une révolution qui a été apportée avec l'e-call. Mais une fois qu'on a fait cette révolution, on voit qu'il y a un gros travail à faire pour améliorer ça, avoir des données plus précises sur l'accident pour guider, arriver avec le bon véhicule, prévenir les hôpitaux du type de traumatisme qu'on pourrait avoir et faire en sorte que les données qui seront disponibles dans les calculateurs des véhicules puissent être transmises aux médecins. Ils le demandent, ils l'ont demandé aux 25 ans du registre du Rhône. Et il y a donc tout ça à faire aussi, avec tout le travail nécessaire de codage, telle façon à ce que ce soit directement exploitable. Et ça nécessite des échanges techniques qui ne pourront se faire que sous pilotage public, c'est bien évident. Voilà, j'en ai terminé, c'est mon dernier slide. Et c'est plutôt un clin d'œil, hein, je renvoie un petit peu à la présentation que je ferai demain sur les navettes autonomes, hein, sur le projet Avenue. On a un bel exemple ici, on a l'humain qui est confronté en fait à ce véhicule un petit peu bizarroïde. Quand vous voyez sa face avant, vous dites qu'il n'a pas été prévu pour vis-à-vis du risque d'impact d'un enfant, par exemple, quand vous voyez l'avant. Et quand vous voyez le plancher, vous dites, ah bah oui, s'il y a un véhicule qui arrive sur le côté, lui aussi, il risque de rentrer par la porte, même si la porte est fermée. C'est évident, on n'a pas la rigidification du plancher. Il y a beaucoup de sujets. Éviter les risques d'accident, bah ça c'est en cours. Éviter les lésions en cas d'accident, bah, s'il n'y a pas un effort réglementaire qui est fait, on va droit à la catastrophe aussi. Il y a une initiative européenne, c'est le projet Avenue, donc on en est partenaire et on vous en parlera demain. Parce que là, je crois que j'ai épuisé mon temps de parole, hein, et on va laisser la place aux questions. Si tu peux me les passer, Laurent. Alors, Philippe, je propose de prendre les questions par écrit, parce qu'on a déjà pas mal... Oui, bien sûr, sans problème. Après-demain, on verra ça. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Je pense que ça va être un petit peu court pour l'intervention de Stéphane Buffa, donc je vous propose à tous de rester une dizaine de minutes de plus pour quand même se garder le temps pour cette troisième présentation qui est importante aussi pour bien compléter le panel. Et puis voilà, on pourra prendre les questions par écrit pour essayer d'accélérer un petit peu de ce point de vue-là. Stéphane. Merci Florent, je suppose qu'on me voit de nouveau. Je vais essayer d'aller vite, comme ça on ne perd pas de temps, et j'essaierai de cibler sur les éléments principaux, si ça va bien fonctionner. Voilà. Donc on a déjà avancé en accidentologie, en biomécanique et en comportement. Je vais reprendre le témoin à partir du comportement pour essayer un petit peu de rentrer dans la tête des usagers et pour voir finalement quelle est l'importance de la place de l'humain dans l'activité qu'il mène. Alors, au-delà des données France, hein, que l'on a vu dans la question sur les données nationales françaises, on voit que les données accidentologie conduisent à montrer un certain nombre de facteurs relativement spécifiques, l'implication des véhicules particuliers, la place des véhicules des usagers vulnérables, dans les pays à revenus faibles et modérés est également très importante. Et puis, on retrouve toujours des grandes causes liées à la vitesse, aux substances,
alcool ou autres, médicaments, drogue, et également non-port de ceinture de sécurité, absence de retenue pour les enfants. Donc là, ce sont des chiffres OMS 2018. Alors finalement, pour essayer de résoudre un petit peu ces questions et pour aller plus loin en sécurité, pour aller au-delà de ce qu'a présenté notamment Philippe en termes d'implémentation technologique, on pourrait prendre cette équation. On voit que finalement, l'humain est un peu tout le temps pointé du doigt comme responsable de l'accident. Il se met dans la voiture où il ne freine pas, etc. Donc je vous propose cette équation, moins de contrôle humain égale plus d'efficience et plus de sécurité. Et c'est ce qu'on voit régulièrement dans un certain nombre de documents, y compris dans des projets de recherche, etc. Alors, cependant, dès qu'on va dans un système avec de l'automatisation et que l'on prend peu ou mal ou incomplètement l'opérateur, on va avoir des transformations importantes. L'automatisation, elle va changer le retour d'information de la conduite de la tâche. Notamment parce que à partir du moment où je ne suis plus totalement engagé dans la tâche, eh ben, je vais faire autre chose qui m'intéresse plus. La nature de la tâche elle-même. Typiquement, il y a de l'automatisme, la tâche va passer d'une tâche de conduite à une tâche de surveillance, par exemple. Et la structure temporelle de la tâche va aussi évoluer. Sur un véhicule classique aujourd'hui, je suis tout le temps en conduite. Sur un véhicule, on voit que certains arrivent sur le marché avec des automatisations déjà très poussées. Je peux ne pas être complètement engagé tout le temps. Donc finalement, ce changement va non pas éliminer l'importance de l'humain dans la sécurité, mais en fait potentiellement augmenter la criticité de ton intervention à des moments particuliers. Je ne vais pas détailler tout ce tableau, mais qui vous reprend tout un tas de problèmes, de conséquences, de besoins et de solutions potentielles. Je vais en détailler deux seulement. La première, c'est lié à la réponse cognitive ou émotionnelle à l'automatisation. On va transformer une tâche active en tâche de surveillance, et la tâche de surveillance, c'est quelque chose qui est totalement barbant pour le cerveau, et donc les sujets ont tendance à complètement déconnecter. Et puis également, la mise à distance de la tâche, pardon, le changement de l'enveloppe perçue de sécurité, on en parlera demain sur la présentation, je pense, de Jean-Baptiste, va avoir aussi un impact sur comment finalement je me positionne par rapport à un environnement, que je sois dans le véhicule, que je sois à l'extérieur du véhicule, quel que soit finalement mon type d'usage. Alors si on prend ceci, c'est une expérimentation dans le cadre d'une thèse et d'un projet ANR, les sujets sont, décidément, ça ne veut pas, sont en situation de conduite ici, en situation d'automatisation importante, ils sont en train de lire un texte. Une situation urgente va apparaître, vous allez la voir très bientôt. Donc il y a un véhicule qui double par la gauche. Le véhicule alarme parce que en face de vous, il y a un véhicule qui est en train de la chaussée et le sujet reprend main. Donc là, c'est une situation qui se passe bien, mais si l'on voit les chiffres bas, ça se passe pas si bien que ça dans le simulateur. Heureusement, il y a un certain nombre de collisions, quasiment dans 30% des cas, dans des situations relativement nominales, et plus on a désengagé de la tâche, plus ces collisions vont être importantes. Et ça va vraiment alerter sur la difficulté finalement d'implémenter les systèmes tels qu'on peut les concevoir, j'allais dire, dans une structuration technique et par système. Il va falloir aller plus loin. Alors là, je voulais passer un tout petit peu de temps, en espérant que mon slide reste stable. C'est finalement la difficulté quand on parle d'humain, c'est d'essayer de faire des lignes Maginot contre l'erreur humaine, pour plusieurs raisons. Donc déjà, sur ce graphe, que je détaillerai pas entièrement, qui est un petit peu complexe, mais là où on se situe en conduite, en principe, c'est ce qu'on appelle le légal, c'est-à-dire je conduis du bon côté de la route, je fais attention, j'ai les mains sur le volant et je respecte la limitation de vitesse. Ceci dit, il y a des choses qui poussent à sortir, au moins temporairement, de ce système. On va aller dans ce qu'on appelle l'illégal normal, c'est la situation de tous les jours. Tout le monde, y compris les plus, j'allais dire, fervents de la respectation et limitation de vitesse, ont parfois dépassé un peu, ou voire dépassé beaucoup, mais très temporairement. C'est ce qu'on appelle des usages tolérés des conditions borderline. Et ça, c'est lié à des pressions sur l'action humaine, des pressions, on va dire, du marché. Je dois aller à la crèche ce matin à la place de l'autre parent et je dois être à temps à ma réunion. Je vais peut-être accélérer au-delà de la loi, mais je n'ai pas l'impression forcément de déroger tant que ça. Il y a les aspects technologiques et puis les aspects individuels et sociaux qui sont très importants puisque finalement, nous gérons tous des compromis au quotidien qui sont liés aussi à nos contraintes et à la nécessité de temps en temps d'y échapper.
Donc cette illégale normale, cette condition tolérée, elle est souvent faisable parce que finalement l'environnement autour est relativement permissif. On vous autorise souvent un petit dépassement, des choses comme ça, il va falloir s'adapter. Évidemment, cette frontière-là, en revanche, elle n'est pas franchie pour le moment par des systèmes automatisés, et on peut le comprendre dans la réflexion actuelle. Mais ça va poser la question, évidemment, de la correspondance entre un usage humain et un usage automatisé, puisqu'il peut y avoir des incompréhensions. Et puis petit à petit, on va risquer de dépasser cette frontière-là et aller dans l'illégal, et il y aura un franchissement de tous ces éléments. Et vous regardez peut-être en dessous, dans les safety qui sont en dessous, ce sont les niveaux de sécurité des systèmes au fur et à mesure qu'on franchit ces étapes. Et donc on était à 10-8 dans la présentation de Philippe, on est entre 10-8 et 10-5 très souvent dans l'usage réel. 10-4, c'est des systèmes de type artisanaux, donc on ne garantit pas de façon industrielle la sécurité. Et puis après, on va vers des choses aussi dangereuses que le parachutisme, par exemple. Donc tout ça, c'est à prendre en compte quand on va avoir une approche plus globale, plus complète de l'humain. Il faut comprendre que ce qui va être le quotidien de l'humain, c'est trouver l'usage de son point de vue le plus évident avec son cerveau d'humain. Et le plus grand classique, c'est de voir des joggers à pied, donc ils font du sport, donc ils ont une intention ferme de faire de l'exercice physique, traverser en diagonale à 10 mètres d'un passage piéton, plutôt que de faire le détour, parce que dans le cerveau humain, c'est le chemin le plus droit. Et j'en terminerai pour ne pas empiéter trop sur votre repas de midi, sur le fait que des véhicules très automatisés vont évidemment permettre de focaliser des dépassements techniques, des questions de données, d'algorithmie, mais qu'il ne faudra évidemment pas, et c'était un peu le clin d'œil de Philippe sur la navette, oublier tous les acquis sur les modèles humains, les modèles numériques, la protection secondaire. Et là, on voit bien, par exemple, une image d'artiste en bas à gauche, celle qui est en photo, où on voit des gens ceinturés qui sont complètement allongés, et on se doute bien qu'en cas de choc frontal, ils vont passer en dessous de leur ceinture. Et au Lab, nous avons un projet important au niveau européen sur ce thème, sur les modèles numériques. Et je vous remercie de votre attention, et je rends la main à Florent pour les questions. Merci Stéphane. Alors, il nous reste deux questions là qui n'ont pas encore été traitées. Une, assez large en termes de législation concernant les véhicules autonomes. Qu'est-ce que prévoit la législation concernant les véhicules autonomes en termes de responsabilité vis-à-vis de l'accidentologie? Je pense que le sujet risque de prendre un petit peu de temps à traiter. Je ne sais pas là, si c'est plutôt du côté de Philippe ou Stéphane. On peut se partager la tâche. Il peut peut-être répondre sur les véhicules particuliers. Je dirai un petit mot sur les navettes tout à l'heure, ou je répondrai demain, c'est pas grave. Alors, en termes de responsabilité, pardon, c'était sur la partie automatisme, hein, c'est ça Oui, sur les véhicules automatisés. Alors, en fait, ça dépend évidemment du niveau d'automatisme auquel on se réfère. Il y a la loi d'orientation de mobilité en France de 2019 qui a déjà bien cadré les choses, notamment avec une nécessité de remontée de données qui permettront d'évaluer de la part des autorités, finalement, la part des responsabilités. Et de toute façon, il faudra concevoir, j'allais dire, la situation accidentelle en tant que globalité pour bien comprendre cette part de responsabilité. Toutefois, je le disais un petit peu en introduction, c'est une question qui dépasse un petit peu le cadre des présentations de ce matin et des attributions des intervenants, puisque nous sommes plus ici dans la gestion de la partie technique de l'accident, c'est-à-dire comment faire pour éviter qu'il se reproduise ou limiter les impacts de tel accident. La partie responsabilité est plus de l'ordre du domaine juridique et contentieux pour les différentes parties en cause. Voilà, moi je répondrai plus demain, mais la navette autonome, en fait, c'est la même chose. Le besoin global est encore plus vrai, puisque là-dedans, on a des opérateurs de transport public et c'est eux qui sont porteurs en fait de la responsabilité du transport. Mais évidemment, ça dépend de la gravité de l'accident ou de l'incident.
Merci à tous les deux. Et une dernière question peut-être avant de clôturer, qui est plutôt là dirigée vers Philippe. Où en est-on sur la modélisation numérique de la tête en cas de choc, donc pour avoir une meilleure compréhension des mécanismes lésionnels? Oui, alors en fait, donc le modèle humain, le modèle du corps humain fonctionnant en dynamique des chocs, hein, le plus performant, il s'appelle le GHBM, hein, un Global Human Body Model. Il est piloté par un consortium international dont les constructeurs automobiles français sont partenaires, et nous, de notre côté, on est sous-traitants sur les développements. Donc il y a un modèle qui est extrêmement détaillé au niveau du cerveau. Par contre, on se rend compte qu'il y a encore des marges d'amélioration, notamment pour la représentation des fibres axonales. À partir en fait des risques lésionnels, on regarde notamment l'influence des phénomènes de rotation et de cisaillement. Hein, donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place, mais la problématique du cerveau est très complexe. Puisque en fait, il y a le choc, mais il y a le contre-choc, accélération, décélération. C'est l'association d'un certain nombre de chocs qui est problématique, avec des mouvements qui ne sont pas que les mouvements longitudinaux, aussi les effets de rotation. Merci Philippe. Merci Monsieur Chrétien. Et je pense que c'était la dernière question qu'on n'avait pas traitée. N'hésitez pas, d'ici demain aussi, vous pouvez toujours me les envoyer par email si vous voulez qu'on traite certains aspects ou échanger directement avec certains des intervenants. En tout cas, je vous propose de clôturer pour aujourd'hui. On aura l'occasion de se retrouver pour continuer cette discussion demain à la même heure, donc 11 h, pour un focus cette fois-là plutôt sur des projets et des solutions qui sont mises en œuvre.